Thierry, tu es expert de la relation client avec beaucoup de casquettes, beaucoup d'activités, dont celle de... Alors, tu me diras comment on prononce exactement, de Star Warsien. Ah oui, fan de Star Wars, je suis un slasher, j'aurais bien voulu être un Jedi, c'est ce que j'allais te demander. C'est ma grande ambition. Mais parmi toutes tes activités, il y en a une sur laquelle on va se pencher aujourd'hui, sur laquelle je voudrais poser le projecteur, c'est celui des tendances de la relation client, puisque c'est mon marronnier, ouais, c'est mon habitude. Et puis c'est ta création, c'est ton œuvre. ça fait les tendances, c'est pas mon invention, écrire des tendances. Mais le fait de les présenter sur l'univers de la relation client, 15 éditions, avec une orientation très forte qui est la tienne, qui est donc client, mais client adapté à l'année à venir. Et puis là, justement, on va rentrer là-dedans, mais voilà, c'est là-dessus que je propose d'être aujourd'hui, notamment parce que moi j'ai eu la chance d'assister à ta dernière conférence, donc à la 15e édition, et il y avait parmi les 6 tendances une qui m'a vraiment interpellé, c'est-à-dire que les 6 sont vraiment très denses, il y a beaucoup d'éléments dedans que d'ailleurs tu déclines en ce moment même, mais la 3e, si je dis pas de bêtises, celle du client humilié, m'a vraiment interpellé et j'avais vraiment l'envie qu'on y revienne ensemble aujourd'hui, qu'on la comprenne ensemble, qu'on comprenne ce que toi, ce qui a fait que tu l'as choisi, et puis ce qu'on peut en faire après derrière. Voilà. Notamment parce que, si tu me permets d'en dire un petit mot, j'ai trouvé que c'était une tendance qui était... il y avait un fond de provocation, en quelque sorte, dans le bon sens du terme, parce que c'est une tendance qui interpelle à plusieurs titres, mais elle interpelle d'abord dans sa sémantique. C'est un mot qui est très évocateur, qu'on utilise difficilement. Donc c'est un choix, il y a un vrai parti pris de ta part, je pense. Et le deuxième point, c'est qu'en termes de relation client, justement, c'est plutôt un terme qu'on évite, parce que la relation client est plutôt positionnée sur la bienveillance, sur l'hospitalité, sur des éléments qui, justement, confortent la satisfaction client, ou en tout cas qui vont la chercher. Et là, on est à rebrousse-poil, et donc c'est assez étonnant, alors même qu'on pose un petit mouchoir sur ce mot-là, et on le préfère, celui du buzzword, tel que la considération, qui est quelque chose qui a tendance, justement, moi, à m'énerver, non pas dans ce que veut dire la considération et le fait qu'on la présente, mais parce que, justement, c'est un buzzword. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'en discuter ensemble, et puis que on regarde jusqu'où ça nous emmène et jusqu'où toi ça t'a emmené, puisqu'en tout cas jusqu'à une tendance 2024. Alors justement, si on brûle pas les étapes, mais si on reste, parce que c'était ta première réaction, une tendance pour toi, qu'est-ce que c'est en fait? C'est-à-dire quand on rentre sur cet exercice-là, on se dit quoi? J'essaye de dresser le portrait du client depuis maintenant 15 ans. Et d'ailleurs, mes tendances commencent toujours sur le même principe. C'est le client sera. Ouais. 3 petits points. Ça a toujours été comme ça? Ça a toujours été comme ça, ouais. Depuis le début, c'est mon principe. Et soit j'y mets un adjectif, j'y mets un qualificatif. J'essaye toujours de me mettre à la place du client. J'essaye, comme dans le premier sens de tendance, c'est tendre vers quelque chose, vers un portrait de client, vers un profil de client, pour aider justement mes lectrices et mes lecteurs à anticiper, à mieux comprendre, si tant est qu'on y arrive. Parce qu'en fait, quand j'ai débuté, c'était très facile. Il y a 30 ans, c'était très facile d'imaginer le comportement du client. Tout était hyper rationnel. C'était comme dans les bons vieux livres de marketing et comme dans mon école. On était tous... le champ était ouvert, en fait. Ouais, le champ... et les segments étaient stables, conformes. Mais tu veux dire que la lecture était plus simple aussi qu'aujourd'hui? Non, mais les lectures, tout était... on était dans un monde ultra rationnel. On savait exactement une prévision à 3 ans, c'était facile. C'était la norme. Quand j'ai débuté, je ne sais pas si c'était ton cas, tu vois, tout était simple. Les prévisions, Cotelaire, Dubois, etc. On a tous lu, on était très contents d'appliquer des standards. Et puis plus ça va, plus j'avance. Et plus j'avance dans mon expérience, plus je me rends compte que ça devient de plus en plus difficile. C'est un monde de plus en plus difficile à comprendre. Et donc nous-mêmes qui sommes clients, on voit bien qu'on a des comportements qui sont parfois irrationnels. Donc j'essaye de trouver chaque année des qualificatifs pour un peu réduire les incertitudes ou éclairer des pans ou des facettes du client. Donc,
tu es sur le registre un peu des signaux faibles, des signaux que toi tu identifies, c'est ça? Parce que l'une des questions que je me posais aussi, c'est quand on en est à la 15e édition, effectivement, est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu te dis mais celle-là je l'ai déjà abordée, ou celle-là elle revient en fait quelque part, et donc est-ce que c'est une tendance en soi? Alors je distingue les grandes tendances de fond, ou les grands classiques, on pourrait dire les grands marronniers, etc. Tu les évacues? Non, je les évacue pas, mais je sais qu'ils prennent une nouvelle forme quand on parle depuis toujours de la réduction de l'effort du client. Oui, par exemple. Eh bien, c'est un très bon exemple. Oui, c'est aussi des focus très très différents. Le NPS, évidemment, il y a 20 ans, quand le NPS a été créé par Fred Reichheld, c'était en soi une nouvelle tendance. On s'intéresse à la recommandation plutôt qu'à la satisfaction. Et puis 20 ans plus tard, c'était l'année dernière, pour l'anniversaire du NPS, eh bien on voit que tout le monde pense que c'est pas le bon indicateur. Donc on le remet en question. Pourquoi est-ce qu'on le remet en question? Et donc j'essaye toujours de me poser des questions. Puis j'ai beaucoup de chance parce que je fais une 50aine de conférences par an. Et donc je rencontre les entreprises à la fois qui me briefent sur leur environnement, sur leur contexte, sur leurs inquiétudes, leurs préoccupations, et puis aussi qui me débriefent en me disant est-ce que par rapport à ce que vous venez de dire, ça me fait penser à quelque chose, ou alors j'ai lu un livre, ou alors vous avez vu ça, le spot à la télé, je trouve ça incroyable, vous avez lu cette étude ou ce livre. Et donc j'adore, moi qui suis curieux, je prends des notes tout au long de l'année. Oui, c'est ça, ton activité te permet d'avoir un scope très large, et dans les activités, et dans les thèmes, et donc dans les... Comme conférencier, puis comme blogueur, parce qu'en ayant publié 1098 billets dans les 15 dernières années, j'ai des lecteurs et des lectrices qui m'écrivent, qui me disent, vous avez vu ça, c'est quand même incroyable, ou tiens, voilà ce qui se dit en ce moment, ou alors un article de presse ou un livre, et ils savent aussi que je suis très très attaché à des lectures, à des découvertes, et moi ça me nourrit et ça me motive aussi. Et qu'est-ce qui fait que à quel moment tu as un déclencheur pour te dire ok, là je suis sur une tendance? Parce qu'en fait ce qu'on est en train de se dire aussi, c'est que tu as un scope large, donc ça veut dire qu'il y a un moment, il doit y avoir trop de choix quelque part. Alors oui, c'est un ensemble de choses. Alors dans mes petites techniques, j'utilise la technique dite de l'écureuil. Enfin, c'est comme ça que je l'ai appelée. Ouais, d'accord. C'est pas labellisé. J'allais dire, je la connais pas. Non, c'est les noisettes en fait. Donc je me fais mon stock de noisettes pour l'hiver, puisqu'en fait ma conférence des tendances c'est début décembre, et puis ça apparaît donc en hiver. Donc je me fais mon stock de noisettes tout au long de l'année. Donc j'accumule. Tu commences un an avant, en fait, c'est ça que tu es en train de dire. Oui, même voir. En fait, c'est un exercice permanent. Oui, c'est-à-dire que je vais dans le métro, je prends la publicité, la photo d'une publicité, je lis le journal, une application, quelqu'un me dit quelque chose, je trouve une citation quelque part, je note tout, comme l'écureuil avec ses noisettes. Donc j'ai mon stock, et puis arrive le moment du mois d'octobre-novembre où je commence à faire le tri, et se dégage des choses. Il y a des choses que j'avais pas vues, il y a des choses qui sont comme des petites musiques de fond, et puis confortées par l'actualité, en l'occurrence pour le client humilié. J'ai le sentiment que dans l'actualité malheureuse, générale, politique du monde, on a parlé d'humiliation. D'accord. On a parlé de ce sentiment. Et puis, au fur et à mesure de mes déambulations dans les librairies ou mes surfs sur Internet, je découvre des livres, en fait. Et je vois des livres qui parlent d'humiliation, qui parlent de dignité. Je me dis, là, j'ai quelque chose. Et là, en l'occurrence, cette tendance, elle a de particulier qu'on n'en parle nulle part, en fait. Oui, c'est ça. Complètement sous les radars. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que à un certain moment, tu sens le poids déjà d'une, je ne veux pas répéter tendance, mais d'une thématique. Tu te renseignes sur cette thématique-là. Oui, je tire un fil. Et puis parfois le fil est infini. Je me dis, ça y est, j'ai un filon, j'ai trouvé quelque chose. Alors parfois, non. Enfin, il y a des choses que tu t'interdis ? Je m'interdis rien. Je m'oblige à pas faire de l'eau tiède, en fait. Je m'oblige à pas faire la soupe de tous les consultants du monde. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je suis consultant, mais je suis pas consultant dans une grande boîte de conseils. Je peux me permettre de dire des choses que les autres ne disent pas, en fait. Ouais. Je révèle pas de secrets d'entreprise que j'accompagne, parce que ça, c'est le minimorum, on va dire. Mais en tout cas, j'essaye de trouver des mots forts, en fait, pour pas faire parce que les tendances, si vous regardez bien, toute l'année, il y a des dizaines, des centaines de tendances dans tous les métiers. Clairement. Des tendances de la relation client, il y en a tout le temps, en fait. Ouais. Mais bon, le client sera digital. C'est très orienté outils, ils sont très orientés process, méthode. Oui, c'est compréhensible. C'est très bien, et je m'en nourris aussi, et je les lis, et je les observe, je les regarde. Mais non,
moi j'écris pas pour Google, je suis pas ChatGPT, enfin je vais pas. D'ailleurs, tu as une liberté de ton lors des présentations qui est caractéristique aussi de ce que tu évoques. C'est ce que j'essaie de faire. Et par l'artiste que tu fais venir d'ailleurs, qui permet d'avoir un éclairage. Oui, l'acteur d'improvisation et qui m'aide à éclairer certains moments et toujours dans l'esprit que les gens passent un bon moment, apprennent quelque chose et si possible en s'amusant. Alors pour rester un peu sur le... Donc ce qu'on est en train de se dire, c'est que c'est sérieux en fait, c'est un gros travail. Sérieux mais pas triste, hein. Sérieux mais pas triste. Mais c'est un gros travail que tu effectues et il y a un moment donc tu fais une sélection, soit parce que c'est une suite logique de, soit parce que ça émerge et on arrive à une tendance et donc cette fois-ci c'était, en tout cas pour celle qu'on souhaite éclairer, l'humiliation. Le client humilié, de quoi on parle en fait ? Eh bien, le client humilié, c'est ce client qui souffre, qui a vécu une expérience et qui va souffrir en silence. Et là, j'ai apporté quelques livres, je sais que tu les adores, et même tu en écris, dans cet excellent roman que j'ai chroniqué sur mon blog, donc on peut le rappeler ici. Et donc il y a ce livre d'Olivier Abel qui s'appelle De l'humiliation, et que j'ai dévoré, lu, et comme tu peux voir ici, j'ai mis des post-it partout, et je vais te lire un extrait de ce livre, donc du philosophe Olivier Abel, qui dit: le propre de l'humiliation par rapport à la violence ou l'injustice, c'est qu'elle n'est presque jamais l'objet de la plainte. Donc nous autres professionnels de la relation client et de l'expérience client, en fait, il n'y a pas de statistiques sur le pourcentage de clients humiliés ou même dans les verbatims, c'est difficile. C'est ça. Et donc, on voit bien que certains clients souffrent d'une expérience qui est difficile pour eux. Je parle au-delà de l'irritation. Ouais. Et évidemment, il y a des populations qui sont des populations plus fragiles, des populations plus précaires, des personnes en situation de handicap qui vivent tous les jours dans leur chair cette humiliation. Mais tous les clients ont vécu à un moment ou à un autre une situation qui m'a fait dire pendant un moment, d'ailleurs, sur mon blog, j'avais écrit un billet qui s'appelait « Dans la peau du sous-client ». Oui. On a tous été un peu un sous-client une fois. C'est quoi un sous-client, ouais. Un sous-client, par exemple, on va prendre l'exemple de l'automobile, où j'ai entendu, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, le témoignage d'une femme qui me disait, elle va dans une concession automobile, et puis le vendeur l'accueille, elle pose quelques questions, elle est un peu à la découverte, puis le vendeur conclut en lui disant, écoutez madame, il faudra revenir avec votre mari. Bon. Alors, on est dans un autre monde, mais c'est dans cette horrible caricature. Là, on est dans la petite humiliation, mais en fait, qui est quand même le gros sexisme de base est complètement qui est bien caractérisé quand même, déconnecté du monde dans lequel on vit. Mais il y a ces humiliations, il y a des vidéos horribles qui circulent sur Internet. Il y a un client de Ryanair, un handicapé à qui on n'a pas fourni une chaise roulante, qui s'est traîné, on l'a filmé, il s'est traîné sur ses... Je sais pas si tu l'as vu, cette scène est absolument poignante et terrible. Il s'est traîné jusqu'au bus, descendre de l'avion en se traînant au sol. Enfin, là, on est vraiment dans cette image qui marque les esprits. Alors évidemment, elle est mise en scène et on est face à une entreprise qui s'intéresse pas beaucoup à ses clients, en l'occurrence Ryanair. Mais tous les jours, ces petites doses d'humiliation dont parle aussi Olivier Abel, qui parle de ça. Il parle effectivement de ces petites doses. Des petites doses d'humiliation subliminales, souvent multifactorielles, difficiles à imputer et qui passent souvent inaperçues, peuvent s'accumuler. Elles génèrent un épuisement, un sentiment de harcèlement, un accablement d'autant plus pernicieux que mal identifiable. Après, ce qui est étonnant, c'est qu'on pourrait se demander pourquoi ça intervient maintenant, alors que l'humiliation, elle existe peut-être depuis très longtemps. Mais c'est ce que tu évoques, c'est-à-dire que déjà, d'une part, on ne la voit pas, on ne sait pas la quantifier, mais en plus, j'ai l'impression qu'on ne l'assume pas en tant que tel. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, peut-être que c'est un prolongement de tes tendances. Tu désignais un client fragile en 2020, tu désignais un client fatigué en 2023, et finalement, ça y est, entre guillemets, il est officiellement humilié là, c'est-à-dire après, et ça sera notre troisième point, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que, en fait, là, c'est aussi pour toi une façon de mettre un peu les pieds dans le plat et de dire, il faut rentrer sur ce sujet-là, il faut arrêter de tourner un peu autour du pot, parce que justement, ça ne sera jamais quantifiable, c'est une notion de... Oui.
Tu vois, et comme en plus, merci pour les livres, parce qu'effectivement, tu as raison. Je les ai pas encore lus, mais ça me donne très envie de les lire suite à la présentation des tendances. Mais le lien avec la dignité, par exemple, que tu fais, me semble essentiel. Oui, alors l'humiliation du client, elle est malheureusement pas toujours intentionnelle de la part des entreprises. Oui, en plus, d'autant plus, c'est ça. Tout à l'heure, on parlera un peu une forme de cynisme, mais elle n'est pas toujours intentionnelle. Alors là, il y a du cynisme chez Ryanair, par exemple. Franchement, on ne veut pas rendre service aux personnes souffrant de handicap ou à mobilité réduite. Là, c'est le cynisme avec un C majuscule. Là, on est vraiment dans du cahier des charges. Et on sait que ça va provoquer des situations comme celle-ci. Bon. La plupart du temps, effectivement, on est en dehors du radar. Et qu'est-ce qui peut provoquer ça aujourd'hui de plus en plus? Et là, je vais encore citer un autre livre, le livre de Bruno Patino qui s'appelle Submersion, qui est sorti chez Grasset. Bruno Patino, c'est je sais pas si tu sais, c'est le président d'Arte. Ah oui, non, c'est avant tout le président d'Arte. Le président d'Arte, et qui écrit chaque année, généralement, un essai de quelques pages. Celui-ci, je l'ai sous les yeux. Il fait 133 pages. C'est lui qui a fait le Tempête dans un bocal. Ouais, et son livre s'appelle Submersion. Et il fait référence à la situation dans laquelle vivent beaucoup de clients, et je me compte aussi parfois dedans, hein. Et c'est appuyé par un chiffre que je vais vous citer, qui est issu du baromètre du numérique en France. 48% des Français rencontrent au moins une forme de difficulté qui les empêche d'utiliser pleinement les outils numériques et Internet, en augmentation de 13 points par rapport à 2020. Ah oui. Donc il y a toujours des clients décrochés. On sait qu'il y a à peu près, on va dire, un quart des clients qui sont en difficulté par rapport aux outils numériques. Il y a peut-être un dixième des clients qui sont opposés ou qui sont complètement déconnectés. Mais là, on parle d'un Français sur deux qui a du mal à bien comprendre ce qu'on lui demande sur une application. Et ça, c'est profondément humiliant. Ne pas comprendre, ne pas savoir où cliquer, ne pas comprendre le bouton, ne pas comprendre les consignes, ne pas savoir mettre un produit dans un panier, ne pas savoir comment enregistrer sa carte bancaire. C'est des petites doses d'humiliation. D'autant plus que si on reprend ce qu'évoque Olivier Abel, enfin ça tu sais mieux que moi pour l'avoir lu, moi pas encore, mais j'en comprenais qu'il y avait, et pour revenir à l'idée, est-ce qu'on assume ou pas, qu'il y a un déni d'humiliation, c'est-à-dire que tous ces éléments-là, les mouvements qu'il y a pu y avoir depuis 2020, puisqu'on sent bien qu'il y a une rupture un peu entre le mouvement des Gilets jaunes, le Covid, les tensions sur les réseaux sociaux, les guerres, la dimension politique derrière. Il y a tout le terreau, en fait... malheureusement, par rapport à ce qu'on évoque. Malheureusement, c'est ça, et on le voit dans le monde, dans le monde politique et au niveau international. Il y a une forme de déni de ces situations d'humiliation. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, cette tendance, elle est particulière. Et je suis vraiment content que qu'on en parle aujourd'hui et que tu y aies pensé naturellement. Parce que beaucoup de lectrices et de lecteurs m'en parlent. C'est que c'est la première tendance finalement où j'ai lu des livres de sociologues et de philosophes pour en parler. Parce qu'il n'y a aucune littérature sur ce sujet. Et le fait est que dans les entreprises, qu'est-ce qu'on voit? On a globalement des niveaux de satisfaction de clients, entre 85-90% de clients satisfaits. Et puis, on oublie qu'il y a 15% ou 20% de clients mécontents. Et dans les clients mécontents, il y en a pour de bonnes raisons, faciles, rationnelles, à la portée des entreprises. Et puis, il y en a certains qui souffrent. Certains sont à la traîne et se sont obligés de passer par ce fournisseur d'accès à Internet, cet opérateur de téléphonie, cette banque, cette assurance, même cette enseigne de distribution, etc. Et puis sous réserve de se dire, en fait... la conduite du changement fera que même eux, un jour, ils viendront. On en oublie que le temps du changement peut être déterminant et participe à ce sentiment d'humiliation. En fait. Bien sûr, et tu parlais des Gilets jaunes, et Cynthia Fleury, dont on n'a pas encore parlé, ou Olivier Abel, comme Bruno Patino, parlent des révoltes, parlent potentiellement de la violence, parce que justement ce déni, et ce cynisme et cette humiliation que vivent les clients est à la source de beaucoup d'incivilités. Les incivilités, j'en ai parlé beaucoup sur mon blog, ça a été une de mes tendances il y a quelques années, parce que on met des chiffres là-dessus, on parle des conséquences, mais on parle jamais de la cause, en fait. Et la cause racine
la racine de la racine, on est vraiment dans l'humiliation. On est dans cette colère sourde que le client n'exprimera jamais dans un courrier, dans un mail de réclamation ou même en face à face. C'est ça, il l'explicitera pas comme ça. Il dira « je me plains par rapport au service que vous m'avez rendu », mais il ne dira pas profondément « moi, ça m'humilie ». Donc non, c'est vrai que c'est en cela qu'on manque d'éléments. Les conséquences sont terribles, et elles sont d'abord terribles pour les personnes qui sont en contact avec le client. Parce que c'est elles qui vont se prendre de plein fouet le résultat d'une expérience client qui est humiliante, parce qu'il y a des expériences clients humiliantes. Et donc c'est bien ce résultat, et c'est les premiers à en souffrir, c'est les collaborateurs. Les collaborateurs qui se prennent de pleine face les insultes, la violence physique, verbale. La relation client, ça reste un dialogue, et donc forcément il y a un jeu de miroir, et d'ailleurs c'est ce qu'évoque Cynthia Fleury dans la clinique de la dignité. Alors oui, ça y est, on en parle, ça y est, Cynthia Fleury. Donc Cynthia Fleury, on est tous les deux d'accord, quand on l'écoute, c'est comme dans les accords Toltec, la parole absolument parfaite. Je vous invite à la regarder sur tous les réseaux sociaux, oui, c'est ça, que ce soit sur YouTube, ses interviews, c'est fantastique. Son dernier livre s'appelle La clinique de la dignité. Tu me faisais remarquer que c'était pas la clinique au sens... Écoute, j'ai découvert, parce que bêtement, je me suis dit, mais est-ce qu'on met la dignité dans un établissement? Et en fait, non, c'est une méthode, la clinique. C'est une façon de concevoir justement ce concept. Et donc, de quoi elle parle, Cynthia Fleury? Cynthia Fleury, elle dit que cette clinique de la dignité est fondée sur une conception relationnelle de la dignité. Dans la mesure où il n'y a pas de dignité sans développement de relations dignes entre les sujets. Alors évidemment, ni Cynthia Fleury, ni Bruno Patino, ni Olivier Abel ne parlent de relations clients et d'expérience client. Non, c'est ça. Eux, c'est pas, ils font pas le focus comme on est en train de le faire. Mais à la fois, c'est global, c'est périphérique, c'est sous-jacent. Et je me dis qu'on a notre rôle à jouer, puisque c'est dans les relations sociales que l'un comme l'autre, l'une comme l'autre, dans leurs écrits, eh bien, parlent de nos relations sociales au sens large. Oui, et d'autant plus que pour reprendre la notion de miroir qu'on évoquait, elle désigne qu'il y a des métiers qui craignent de ne plus exercer avec dignité. Les hôpitaux. Les hôpitaux, bien sûr. D'abord, mais on parlait du service, le service public, avec les incivilités galopantes, ce genre de choses. Enfin, galopantes, je ne sais pas si elles galopent, mais en tout cas, le registre des incivilités, c'est vrai que derrière... moi, pour l'avoir vu sur certaines de mes directions, c'est vrai que dans l'implication, il y a une espèce de crainte qui monte par rapport à ce registre-là. Donc, ce qui est tout à fait étonnant, c'est l'adéquation avec le temps, tu vois, de cette tendance-là, et le fait que, effectivement, comme si, progressivement, on disait, on est un peu... je l'ai ressenti comme ça quand tu l'as présenté, c'est-à-dire, on est mûr maintenant pour en parler, on ouvre le rideau. On a notre rôle à jouer. Voilà, les professionnels de la relation client et de l'expérience client ont leur rôle à jouer. On peut pas ignorer ce mouvement de fond. On peut pas regarder les infos. On peut pas écouter Cynthia Fleury en se disant, c'est pas nous, en fait. Ça, c'est des propos de sociologues ou de philosophes. Nous, on produit du service, nous, on fait de l'expérience, on répond à des problèmes de clients. Mais en fait, pour beaucoup de Français, la relation client, c'est un lien social. Pour beaucoup de Français, le seul lien social, c'est d'aller au supermarché et de discuter avec la caissière. Pour beaucoup de Françaises et de Français, une personne avec qui on va avoir une conversation de plus d'une demi-heure dans la semaine, c'est avec une personne d'un call center, d'un centre d'appel, de son opérateur de téléphonie, ou son bureau de poste, ou une personne qui sera à votre service dans un hôpital ou ailleurs. Et ça explique beaucoup de choses par rapport aux réactions qu'il peut y avoir vis-à-vis d'un bot, vis-à-vis d'une machine, effectivement, quand tu es face à l'humain ou que tu l'as en ligne et qui te dit non, mais il faut passer par le process digitalisé. Mais c'est vers vous que je me suis tourné. Et donc vous me rabaissez en quelque sorte. C'est absurde. Alors, justement, en parlant de ça, et sachant tout ça, puisqu'on voit bien le côté prégnant et l'importance de ce territoire-là, c'est qu'est-ce qu'on fait en fait? Alors, dans tes tendances, tu proposes toujours, avec la tendance, un comportement ou une démarche ou des actions très concrètes. Là, par rapport à l'humiliation, t'en désignais 3, si je dis pas de bêtises. Oui, alors, en effet, mais tu faisais référence au déni. Je pense que déjà, l'idée de voir les choses, de ne pas les occulter, de ne pas être aveugle face à cette tendance de fond, c'est bien d'aller chercher dans les situations
que vivent les clients des situations potentiellement humiliantes. Et j'en ai fait la liste en me basant sur mes expériences, l'expérience en fait. de personnes âgées qui m'entourent, de personnes à mobilité réduite que je fréquente, qui me racontent des histoires. Et donc déjà, d'une part, premier réflexe, c'est effectivement travailler les types d'humiliation à la source. Alors limite, il faut les lister et puis en fait se dire par rapport à ça, déjà qu'est-ce qu'on fait nous-mêmes et puis qu'est-ce qu'il faut corriger. Oui, et réfléchir aussi, se dire à chaque fois que je design une expérience client, une interface digitale ou une interaction humaine, quelles conséquences ça va avoir. Parce qu'en fait, on peut pas en vouloir à des jeunes collaborateurs ou des geeks autour de soi ou des personnes pleines d'allant et très motivées qui designent une expérience client, qui en se disant ça y est, on est au top de la technologie, on va gagner des parts de marché, on va gagner de la satisfaction et du NPS, etc. De laisser un petit peu sur le bord de la route les personnes les plus âgées, les plus fragiles, les plus vulnérables. Et en fait, les entreprises, pour moi, qui sont les plus humanistes et qui sont aussi les plus fortes en termes d'expérience client, c'est celles qui prennent ce plus petit dénominateur commun en essayant de penser toutes les expériences autour de cette espèce de persona, de client qui serait un client fragile. Un client qui a besoin de plus d'attention et de plus de considération. Ça, c'est quasiment le deuxième axe que tu prends, parce qu'il y avait celui de travailler à la source. Oui, travailler à la source. À la source, tu as effectivement le travail du client à la marge, en quelque sorte. Alors, le terme n'est pas forcément très séduisant, mais c'est bien de se dire, ce client vulnérable, celui auquel on ne pense pas, parce que la notice va être incompréhensible pour lui, parce que les petites lignes du contrat vont être piégeantes, parce que c'est cette vulnérabilité-là, je vais réussir à le dire, tu évoques, ou ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Je pense que c'est ça, c'est dans toutes les techniques et dans tout le design d'expérience, et toutes celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui travaillent à l'amélioration d'une expérience, au design d'une expérience. Comme on travaille sur les parcours clients en moment. Et on imagine des parcours parfaits, avec un client idéal, d'accord, et un parcours idéal. Or, ça se passe jamais comme ça dans la réalité. Ou alors, on imagine des choses qui sont... par exemple, je me souviens, j'ai travaillé pour une entreprise qui proposait à ses clients de résoudre des problèmes par téléphone, de passer des commandes par téléphone. Et les collaborateurs étaient tellement habitués à des conversations avec des clients qui étaient extrêmement bien équipés en termes informatique, donc avec une application, avec une adresse mail, en étant sur WhatsApp, que bien au bout d'un moment, même sans script, je me suis fait la remarque en écoutant une conversation, et j'ai demandé à ma belle-mère qui a 92 ans, qui appelait justement service client. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez mettre sur haut-parleur, je vais écouter la conversation. Mais au début de la conversation, le collaborateur lui dit bonjour madame, est-ce que je peux avoir votre adresse mail s'il vous plaît? Elle dit non, j'ai pas d'adresse mail. Pas de problème. Alors écoutez, je vais prendre votre commande, alors dites-moi, et on continue. Et à la fin de la conversation, le collaborateur lui dit, eh bien écoutez, c'est parfait, madame Laborde, elle s'appelle Laborde, je vous envoie tout ça par mail. Avec une confirmation, d'accord. Avec une confirmation. Magnifique. Et voilà. Et elle lui dit, mais je vous ai dit que j'avais pas de mail. Et donc, le collaborateur, et en fait, cet exemple-là me fait penser à cet élan, à cette habitude. C'est-à-dire, on parle qu'à des personnes qui sont actives, d'accord? Donc, on prend la commande de personnes actives. On n'a tellement pas l'habitude de parler à des personnes qui sont plus âgées ou qui vont pas nous contacter souvent, qu'on va pas se mettre dans cette situation d'empathie, de compréhension, de soins, de considération du client. Là, tu le dis bien, mais ça peut être beaucoup plus cynique que ça aussi. On peut être sur des effets de masse, et puis on se dit de toute façon... Bien sûr, mais c'est bien ça le problème. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui. C'est bien ça le problème. Il y a un déni. Donc, l'ambition de ma tendance, c'est de dire oui, vos process sont humiliants. Oui, vos process sont humiliants. Et certaines entreprises, et j'en connais quelques-unes qu'on ne va pas citer ici, assument parfaitement de faire des process humiliants, des process excluants. En fait, ils diront jamais qu'ils font des process humiliants, mais voilà, ils diront. Oui, ça, ok. On agit pour tous, quoi. Ouais, on agit pour tous.
Ça reste un pourcentage. On veut pas de clients fragiles, on veut pas de clients pauvres, d'accord. Donc on veut pas de clients qui soient pas connectés parce que ils vont nous appeler, ça va nous coûter de l'argent. Donc oui, il y a une forme de cynisme dans l'expérience client. Oui, il y a encore des entreprises aujourd'hui en France et dans le monde qui font des calculs cyniques en se disant bon, si on fait ça, on va en perdre 10 000. Ouais, bon, c'est 10 000 clients pas rentables. Mais tu vois, si on reprend ce que tu évoques par rapport à cette tendance-là, c'est aussi de se dire mais c'est un mauvais calcul parce que finalement cette minorité-là peut devenir une majorité. C'est d'ailleurs aussi ce que dit Cynthia, si je dis pas de Cynthia Fleury. Oui, c'est ça. Et qu'en plus, derrière, ça induit, par effet de miroir, une attaque auprès du collaborateur qui s'occupe de ce dialogue-là. Sûr, donc, en fait, tu te prends la queue et tout le monde y perd, en fait. Bien sûr. Mais c'est dommageable pour l'entreprise parce que c'est dommageable pour les collaborateurs. Et je connais des collaborateurs qui travaillent dans des entreprises qui savent que ces entreprises sont cyniques parce qu'elles vont rédiger certains termes du contrat de façon à abuser ou tromper les clients. Non, et tout le monde l'assume, tout le monde le sait en se disant bon, c'est pas grave, bon, on va récupérer après. Mais bon, qu'est-ce que ça fait à la fin? Ça fait des incivilités. Ça fait des incivilités, ça fait des arrêts de travail, ça fait de la colère et de la colère en miroir, c'est-à-dire un client humilié, un collaborateur qui se sent pas bien quand il raccroche ou quand il a fini une conversation ou quand il répond à un client et qui se dit franchement j'ai un peu honte de faire ça, quoi. Alors après il y a le troisième axe que tu évoques pour sortir peut-être de cette impasse quand elle se présente. Non, mais t'as raison. En fait, c'est là-dessus, ouais. Donc, mais trois axes. On s'était dit. Tout, ouais. Et le dernier, c'est celui que tu proposes, c'est le pardon. C'est l'excuse. C'est la voie, en l'occurrence, c'est la voie des philosophes. Et donc, ça touche beaucoup à la posture des entreprises. Et donc, à une forme... Excuse-moi, pas que s'il y a une erreur, en fait. Ça peut être, justement, par rapport à ce qu'on évoque, la compréhension qu'il y a eu quelque chose qui n'est pas allé dans le bon sens, même si l'intention de départ était bonne. Et l'excuse et le pardon peut exister aussi sur cette dimension-là. Présenter il n'y a pas besoin d'avoir une faute nationale. Présenter sincèrement ses excuses. Il y a la marque, l'Association pour le management de la réclamation client, qui a fait un benchmark dans plusieurs pays. Et la personne qui présentait ce benchmark montrait une étude qui venait de l'université de Nottingham, qui montrait que on obtenait de la part du client une plus grande satisfaction si on présentait ses excuses versus lui donner de l'argent, une compensation. Oui. Je suis content de voir ce chiffre-là parce que c'est une telle évidence. Il vaut mieux des excuses, et toi tu le sais comme moi, tu es un professionnel de la relation client depuis plus longtemps que moi, parce que moi je suis arrivé du marketing pour aller jusqu'à la relation client. On va sortir les CV. Ouais. Et donc ils sont disponibles sur LinkedIn, vous pouvez regarder. Merde. Et donc on sait que des excuses sincères vis-à-vis d'un client, ça vaut beaucoup plus qu'un bon d'achat ou une remise. C'est ça qu'on attend. On attend de la considération. Et d'ailleurs, les entreprises, et dans le Edelman Trust Barometer, le baromètre de la confiance de Edelman, qui est une de mes études préférées, que je vous invite à télécharger gratuitement tout de suite. Je la lis chaque année et elle me sert beaucoup pour mes tendances. Eh bien, on voit que les clients apprécient cette posture d'humilité de la part des entreprises. C'est-à-dire savoir s'excuser quand on a fait quelque chose de mal en tant qu'entreprise et même en tant que collaborateur quand on est en contact avec le client et qu'on sait qu'on a fait quelque chose qui est irritant, qui est humiliant ou qui est pas conforme à notre intention. Eh bien, on sait qu'on va gagner des points parce qu'on va gagner en confiance, on va gagner en proximité avec le client naturellement. C'est une posture et une action qui est pas facile parce que c'est un aveu de faiblesse en quelque part. Bien sûr, on a tous vu. Mais je me souviens d'une réplique d'un western que j'ai vu quand j'étais beaucoup plus jeune. Je crois que c'était John Wayne qui faisait la réplique. Alors en français, et je me souviens plus du film, mais c'était écoute mon petit, s'excuser est un signe de faiblesse. Ah oui, c'est ça, voilà. C'est magnifique. Elle est magnifique celle-là. Donc s'excuser est un signe de faiblesse. Mais pour beaucoup d'entreprises, c'est un mantra qui est gravé dans le marbre. C'est-à-dire une grande entreprise leader, une marque internationale, c'est improbable reconnue par ses clients, avec un super NPS, une belle image, des belles pubs à la télé avec au soleil couchant et des clients heureux.
on va pas s'excuser. Mais attends, t'es pas content de nos produits? Si t'es pas content de nos produits, tu t'en vas. Après, il y a une réalité aussi, c'est que quand tu t'excuses, il faut accepter les deux temps. C'est-à-dire, tu as un premier temps où les réseaux sociaux vont se déchaîner et tu vas perdre sans doute ton NPS, il va sans doute se prendre une claque. C'est pas facile. Mais après, il y a forcément ce qu'on évoque, c'est qu'il y a forcément un deuxième temps pour que tu saches le gérer. Tu as un bon community manager, par exemple, mais qui dit, OK, c'est vrai que quand on regarde avec de la nuance et quand on laisse passer la vague, cette posture-là, elle est bénéfique, en fait. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais, et là, c'est la posture de l'entreprise, de ce corps social, de la marque et des gens qui sont derrière cette entreprise. Et c'est très intéressant, par exemple, puisque j'ai sous les yeux un logo d'une entreprise américaine qui a un fruit comme logo, et son patron emblématique, c'est Steve Jobs, vous l'avez reconnu. Un kiwi. Et donc Steve Jobs, il avait une forme d'arrogance terrible, en fait. Il répondait lui-même aux clients, quoi. Et donc, et d'ailleurs, je vous invite à le regarder. Et d'ailleurs, j'ai appris, pas plus tard que la semaine dernière, que son successeur faisait comme lui maintenant. Il répondait directement aux clients. Ah, excellent. Donc Steve Jobs allait au service client de temps en temps en disant bon, sortez-moi deux, trois courriers, je vais répondre moi-même. Enfin, tout dépend ce qu'il répond. Alors parfois il répondait 3 pages en disant alors je vais vous expliquer comment ça marche. Et parfois il répondait 3 mots en disant puisque si vous n'êtes pas content, allez voir ailleurs. Bon. Ça, là on est dans l'arrogance. Mais alors pour être arrogant, il faut avoir un très bon produit, il faut avoir un très bon service, faut être capable de se remettre en question. Et Steve Jobs a été capable de se remettre en question aussi, derrière son arrogance. Il y aurait beaucoup à dire. Voilà, il y a beaucoup à dire là-dessus, bien sûr. Mais il faut être très très bon, quoi. Et il faut accepter en tant que corps social, en tant qu'entreprise, ce droit à l'erreur vis-à-vis des collaborateurs et en tant qu'entreprise se mettre dans cette posture un peu plus humble parce que c'est évidemment ce qu'attendent aujourd'hui les clients. C'est cette posture plus humaine, oui, c'est ça. Plus digne. En fait, c'est une des réponses, c'est comme ce qu'on évoquait par rapport à la dignité, c'est une des réponses à... c'est le lien humain, finalement, ce qui est l'essence, l'ADN de la relation client, notamment avec la montée en puissance des IA, ce qui est une bonne chose pour les process et pour les parcours, mais qui, justement, est ce danger par rapport à ce qu'on évoque, et que c'est vraiment très intéressant. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'il faut qu'on s'y attarde, qu'une tendance comme celle-ci soit mise en exergue et nous permettre justement de caractériser, parce que ce fameux buzzword de considération, pour moi, je trouve qu'il a tendance à maquiller l'essentiel, et l'essentiel est là, en fait. Oui, mais des buzzwords sur l'expérience client, il en existe depuis toujours, il en existera encore. La considération, évidemment, on en fait des tartines, des gamelles et des bidons. Mais ce qui m'intéresse, c'est la considération en miroir, la considération pour les collaborateurs et la considération pour les clients. C'est la bonne compréhension. Et finalement, quand je parle de clients humiliés et quand je parle de mes tendances et que j'essaye de trouver des qualificatifs, c'est pas, j'ai pas, comment dire, j'ai pas beaucoup de certitude. Oui. J'ai des intuitions. Je vois des choses, je vois des signaux faibles et je suis vraiment heureux, et comme aujourd'hui, d'en parler avec toi parce que c'est le débat, c'est la discussion, c'est la recherche. Et je connais certains de mes clients ou d'entreprises où je vais faire des conférences qui adorent ce débat, enfin qui me demandent de venir de présenter les tendances et qui en font des discussions, des débats. Mais il faut que ça interpelle, tu as entièrement raison. Je pense que c'est là qu'est tout l'intérêt de ton travail. C'est ça, oui. On n'est pas des robots, on est des humains. Il faut se remettre en question, il faut se dire, est-ce qu'on a bien envisagé cette nouvelle expérience, ce nouveau parcours client, ce nouveau process dans toutes ses dimensions, y compris cette dimension d'humiliation. Est-ce qu'on l'a bien fait? Est-ce qu'on peut revenir dessus? Est-ce qu'on peut soi-même refaire l'expérience? Est-ce que et le nombre de dirigeants qui sont déconnectés de la réalité du client, qui prennent jamais le métro, qui prennent jamais leur téléphone pour appeler un service client, qui font jamais le plein dans une station-service, qui gonflent pas leurs pneus eux-mêmes, petits gestes. Ouais, tous ces petits gestes qui semblent être sur le radar, insignifiants. Ouais, c'est ça. Et donc tous ces petits gestes. Et quand on est un des meilleurs conseils, c'est bien que toute l'entreprise fasse l'expérience du client, se rende compte de ce que ça peut faire. Très généralement, les collaborateurs ne font pas l'expérience du client, en fait, ne savent pas, sont déconnectés. Je parle même pas des dirigeants, alors qui sont pour certains dans des stratosphères et complètement déconnectés de la réalité. Mais donc ça veut dire que
Là, si on fait un peu la somme de toutes les peurs, comme Sum of all fears, on est en train de se dire que donc plutôt que avant de parler de considération, il faudrait parler déjà de déconsidération quelque part et de se dire il y a une démarche et dans ma considération, est-ce que j'ai bien tous les pans de cette considération-là? Est-ce que donc je pense bien à ce que je suis en train d'oublier et que là-dedans, on est en train de se dire aussi que on gagne à s'excuser. On gagne à travailler la qualité en amont, la qualité en aval, quelque part. Donc, tu vois, et puis pour le plus grand nombre, bien sûr, parce que on n'est pas non plus dans une entreprise des philanthropes, mais en même temps aussi en s'attachant à cerner le client vulnérable, celui qu'on est en train d'oublier et celui qui ferait que peut-être potentiellement, et on le voit avec des phénomènes comme ce qu'on a pu vivre sur les dernières années, ça grossit, ça prend de l'importance et parfois ça devient majoritaire. Donc je sens que en fait, tu vois, cette tendance-là, elle permet de rentrer vraiment là-dedans en fait. J'espère. C'est tout ce que j'ai voulu, faire et c'est bien qu'on en discute même tous les deux et alors, cette discussion me donne des idées. J'ai oublié de dire que je suis très content d'être ici avec toi. Dans le fauteuil de Chloé. Donc il fallait qu'on salue. Oui, il fallait saluer Chloé et lui dire que j'étais un grand fan et un auditeur et un spectateur de l'émission et je suis vraiment très heureux d'être ici. Et vraiment. Avec grand plaisir. Et puis, je te propose qu'on en reparle dans un an. Ouais. On verra où est-ce que ça en est. Voilà. Et on se dira, mais même jour, même heure. Voilà. Ouais. Mais peut-être que avec aussi cette idée, tu vois, j'aimais bien le côté fragile, fatigué, humilié. Et peut-être que ça sera positif. La saga, la saga du client. Peut-être que ça peut être le nom de mon prochain livre, mon dernier livre sur le client. Là. Mais c'est des sujets sur lesquels, dans ton blog, tu vois, le savoir s'excuser, ce genre de choses. Tu les avais mis aussi dans un livre, si j'ai pas de bêtises. Oui, le savoir s'excuser. S'excuser. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est prégnant aussi dans ce que tu suis depuis plusieurs années. Avec la chanson illustrée par la chanson d'Elton John. Ah, oui. Sorry seems to be the hardest word. Il était fort, Elton, un vrai philosophe. Oui, bien sûr. Les chansons souvent. J'adore Elton John, comme Cynthia Fleury, Olivier Abel et Bruno Patino, François Julia. En tout cas, j'ai des bonnes lectures. D'ici un an, on aura encore pas mal de points sur lesquels s'énerver. Mais tu connais un peu l'adage puisque tu parlais de Chloé. On se disait à chaque fois que ce sont des éléments qui nous énervent. Ouais, ça nous énerve, ça nous indigne en fait. Oui, alors maintenant c'est énervé et indigné. C'est énervé et indigné. Mais en vrai, ça nous passionne. Donc rendez-vous dans un an pour suivre cette tendance-là. Merci, à bientôt.